Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Morgan, aussi connu sous le nom de Math en tête, professeur de mathématiques depuis plus de 20 ans. Il a un site internet et une chaîne YouTube sur lesquels il propose des contenus pour aider les élèves et toute personne désireuse de progresser en mathématiques. Il a aussi récemment lancé un podcast pour permettre la diffusion de la culture mathématique. Nous discuterons bien sûr de son métier de professeur et des préjugés qu'il génère, mais nous partagerons aussi nos réflexions sur l'orientation et le rôle de l'école. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast et les prochains invités et suggérer les questions que vous souhaiteriez leur poser. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Alexandre. Bonne écoute! Bonjour Alexandre et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour, alors je m'appelle Alexandre Morgan, je suis enseignant en mathématiques depuis 2002. J'ai 43 ans, j'ai enseigné 10 ans en collège et 10 ans en lycée. Puis depuis 2018, je suis vulgarisateur scientifique au Café des Sciences, dans la branche mathématiques donc. Très bien, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ton parcours? Alors mon parcours, il est très classique, hein. Après le lycée, une terminale S, j'ai fait 1 an de prépa, puis je me suis dirigé vers la fac. Donc à l'époque, c'était le DUG encore. Donc DUG, licence, j'ai une maîtrise de maths pure. Et puis derrière, je suis allé à l'IUFM, actuellement l'INSPE, donc l'Institut de formation des maîtres à l'époque, et j'ai passé mon CAPES de mathématiques. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de justement te diriger vers les mathématiques? Alors c'est toujours un peu flou d'arriver à remonter la piste de ce qui nous a amenés ici. Mais je dirais que l'enseignement avant tout, quoi. Ça, c'était plutôt clair pour moi très, très tôt. J'avais envie d'enseigner. Après les maths, pourquoi les maths? C'est pas vraiment un hasard puisque c'est une matière que j'aimais beaucoup, mais il y a beaucoup de matières que j'affectionnais et ben, les maths, ça s'est plutôt présenté, de manière évidente, voilà. J'ai postulé pour une prépa, j'ai été pris, j'y suis allé. Mais c'est important, je pense, de parler de tout ça, aux élèves et surtout de leur expliquer que il n'y a pas forcément de plan de carrière, défini, dès le départ. Souvent, c'est des rencontres, des concours de circonstances et puis, une chose en amenant une autre et ben, on en arrive où on en est et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est, l'enseignement avant tout et les maths dans un deuxième temps. D'accord, et t'as pas pensé à enseigner par exemple une autre matière Si, j'hésitais entre les maths, le français, la SVT, l'allemand, enfin vraiment je sentais que j'avais envie d'enseigner et ça s'est jamais démenti d'ailleurs. Mais en fait, voilà, j'aimais beaucoup de matières. J'affectionnais les maths, mais pas seulement. La physique, j'aimais beaucoup aussi. Ok, donc en fait t'aurais pu être professeur dans une autre matière. Ah, je sais pas, après, sans faire de psychanalyse, les maths me vont bien finalement. J'aime bien ce côté, ouais, ce côté carré, ça me correspond bien. Donc, je vais pas refaire le film, mais je dirais qu'il y a peut-être pas de hasard non plus. Et selon toi, quel est le rôle de l'école justement? Ça reste évidemment, très subjectif, mais, je pense qu'elle a plusieurs rôles l'école, hein. Déjà, accompagner les jeunes évidemment. Et puis, ben, les préparer au mieux, à ce qui les attend à l'extérieur. Déjà, si on pouvait leur apporter un peu de culture au sens large, de culture scientifique, ça évidemment, parce que c'est nécessaire, on le voit aujourd'hui, hein. Et puis, ben, d'esprit critique, ce genre de choses, pour qu'ils subissent pas, en fait, ce qui se passe à l'extérieur, puis qu'ils aient les clés pour arriver à décrypter le monde, quoi. Ça me paraît essentiel. Et ça passe par l'apprentissage de champs totalement différents, mais qui se complètent. Et les maths en font partie, bien sûr. Oui, je suis d'accord que vraiment, il y a plein de choses à apprendre, que ce soit, on va dire, à la fois, en termes de contenu technique, mais pas forcément que, aussi, ça je pense ça apprend aussi une certaine manière de travailler, une manière de réfléchir et c'est ça qui est important aussi. C'est pas que le contenu théorique, en fait. Ouais, et je pense d'ailleurs que le contenu théorique passe en second plan, ou plutôt vient dans un deuxième temps. Ouais, c'est une manière d'aborder les choses, de structurer. Alors,
quand on dit ça, on dit pas que les maths sont la seule matière à permettre ce genre de choses, hein. Je pense qu'il est tout à fait capable d'avoir une pensée très structurée en faisant des dissertes ou des choses très littéraires. Mais les mathématiques apportent également ce genre de choses. C'est une rigueur qui peut être un vrai plus dans pas mal de champs de la vie, quoi. Mais c'est sûr que même d'autres matières, à mon avis, elles peuvent être utiles en mathématiques parce que même le français, la capacité à structurer ce qu'on rédige, moi, ça me sert en mathématiques aussi. Je veux dire, je pense qu'il y a d'autres manières, enfin, c'est une manière de réfléchir qui sert aux mathématiques, si on fait des mathématiques aussi, ça se recoupe en vrai. Tout à fait, ouais. Ouais, je suis plutôt partisan du décloisonnage absolu, quoi. Enfin, on est obligé évidemment de découper l'enseignement en petits tronçons, en matières, mais tout est lié, quoi, évidemment, hein. Et d'ailleurs, enfin, dès que c'est possible de mêler certains champs, c'est toujours un plaisir et puis ça fonctionne vraiment bien, quoi. Les maths, la physique, les maths, le français, les maths et l'histoire. À l'époque, j'avais fait des itinéraires de découverte en collège, des choses qui n'existent plus, où c'était des travaux transdisciplinaires et ça fonctionnait vraiment très, très bien, quoi. C'est vrai que c'est sympa quand on peut, justement mettre en commun différentes disciplines, mais on le fait pas forcément beaucoup et je trouve qu'on a plutôt tendance à cloisonner chaque matière, alors qu'en fait, on voit pas trop les liens entre elles, alors qu'en fait, elles sont très reliées entre elles souvent. Et moi, je trouve ça sympa de pouvoir, travailler avec, par exemple, des gens d'autres disciplines ou pouvoir lier les matières entre elles parce que, bah, je pense qu'avec différentes compétences, on fait plus de choses qu'en restant tout seul dans son coin, quoi. Mais bien sûr et puis, de toute façon, la vie active, c'est ça aussi, hein, faire des maths dans la vie active, c'est toucher à plein d'autres domaines, c'est rencontrer plein de gens qui ont des compétences différentes et puis arriver à s'adapter donc finalement, ça paraît naturel. C'est aussi normal de se pencher sur des points très précis, quand on est en formation, mais il y a un moment donné, il faut vraiment comprendre que le monde, c'est pas juste des petites touches de certaines matières, de certaines choses, mais un grand ensemble où tout est relié, bien sûr. Alors maintenant, on va un peu plus parler de ton métier, parce que je pense qu'on a tous une idée, du métier de professeur. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il consiste selon toi? Alors oui, selon moi, ça aussi c'est compliqué. Comme tu le dis si bien, tout le monde a une idée du métier de prof parce que, tout le monde a été à l'école et tout le monde a eu des enseignants devant lui. Donc, après, est-ce que ça suffit pour se faire une idée? Je ne sais pas, c'est vraiment une question très personnelle, mais mon métier de prof, en tout cas, c'est, clairement, transmettre, quoi. C'est faire passer des choses. Faire passer des choses, mais pas forcément, pas forcément uniquement faire passer des maths, mais faire passer tout ce qui va avec. Donc, bah, ouais, c'est une connexion, une façon de transmettre les infos et puis certaines façons d'aborder les choses qui dépassent le cadre didactique des mathématiques, hein. Mais moi, mon boulot, en tout cas, je le vois comme ça. C'est comme ça que j'ai plaisir à le faire et plaisir à transmettre des choses et j'espère, en tout cas, que ce plaisir, il est partagé, quoi, par les élèves. Du coup, j'allais te demander si tu voulais as toujours voulu être professeur de mathématiques, mais je pense que tu as déjà un peu répondu à la question au début. Toujours voulu, en fait, enfin toujours, non, pas toujours, mais disons que depuis le lycée, c'est quelque chose qui a toujours été dans un coin de ma tête. Alors pourquoi? J'ai pas forcément d'enseignants dans ma famille, c'est peut-être parce que j'ai eu je sais pas, des figures devant moi qui m'ont inspiré, qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu et qui m'ont, tout autant, nourri, quoi. Parce qu'en fait, on cherche toujours à se rapprocher des figures positives qu'on a eues et à s'éloigner de celles qui nous ont moins plu. Donc, je pense que tout ça, c'est un tout, quoi. Mais oui, en tout cas, ça m'a toujours, animé et ça s'est jamais démenti jusqu'à maintenant. Et justement, en quoi le métier de professeur a évolué, depuis le début de ta carrière? Alors, il a évolué dans plein de directions. Alors, il y a des évolutions naturelles, hein, parce que, l'école, elle suit l'évolution de la société. Donc, il y a des choses qui sont, calquées à l'évolution. Je pense à l'algorithmique, à tout ça, si on rentre dans des points précis. Après, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est qu'on a, en tant que prof, beaucoup plus de choses à gérer, hors du contexte de la classe. Encore une fois, en disant ça, je dis pas qu'il y avait rien à gérer avant, hein, pas du tout, mais on a des missions qui s'éloignent de plus en plus de notre mission première et donc ça, bah, ça peut être un peu compliqué à gérer parfois. On a moins de temps d'enseignement, par conséquent, par, par capillarité, hein. Quand on fait autre chose que de l'enseignement, ça mange sur notre temps, qui n'a pas augmenté du tout depuis des années, ça c'est sûr, voire même, la tendance inverse
Et puis on a à gérer peut-être un peu plus d'hétérogénéité aussi, dans les groupes qu'avant et ça complique énormément la donne. Ouvrir, ouvrir à un vaste public, c'est hyper chouette, mais il faut que ça soit fait de manière, raisonnée et avec les moyens et c'est pas toujours le cas donc cette hétérogénéité nous complique pas mal la donne, quoi. Et puis, ben, au niveau des tâches en plus, on a aujourd'hui, des missions qui nous incombent, des missions d'orientation, des missions, d'information, d'administration qui étaient moins prégnantes avant, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui s'en occupaient et aujourd'hui, c'est beaucoup les profs qui s'occupent de ça sur le terrain. Et quand tu parles d'hétérogénéité, à ton avis, pourquoi ce serait plus hétérogène maintenant qu'avant? J'ai l'impression que alors, étant donné le contexte actuel, il y a plus d'hétérogénéité parce qu'il y a moins de propositions, de filières, donc enfin, moins de propositions. Là, je parle de ma matière, hein, en particulier. Je m'autoriserai pas à donner un avis sur des matières que je ne connais pas, mais en tout cas, en moins de propositions de filières, de possibilités de faire des maths différentes, disons. Et donc, forcément, eh ben, plus d'élèves en face de nous qui ont des profils totalement différents. Et donc, ça pourrait être un vrai plus, mais vu le contexte, ça l'est pas forcément, étant donné qu'on a un nombre d'heures très limité, des effectifs de classe qui sont parfois largement déraisonnables, quoi. Et, euh, et donc cette hétérogénéité, ben, il faut la gérer. Il faut la gérer. Et donc les profs font ce qu'ils peuvent. Souvent, ils font un boulot assez exceptionnel à ce niveau-là, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui peut pas être investie forcément ailleurs. Oui, parce que c'est vrai qu'avant on avait des filières et c'est vrai que, enfin, les mathématiques, on va dire, je pense que les gens qui y vont, ils ont pas forcément tous besoin d'apprendre genre le même type de mathématiques, on va dire. Ça, c'est le gros malaise en ce moment, en fait, hein, c'est qu'il y a un amalgame à ce niveau-là, en effet. Alors, il y avait des filières, en effet, tout n'était pas rose, hein, au contraire, il y avait beaucoup de problèmes avec une filière S qui était prédominante et qui n'avait plus trop de sens, ça on est d'accord. Mais pour autant, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est pas forcément une alternative qui pourra intéresser tous les élèves, parce que comme tu le dis, il n'y a pas, enfin, le mot mathématique, s'il est au pluriel, ça a jamais aussi bien porté son nom, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de mathématiques différentes. À l'époque, on pouvait proposer des mathématiques même en filière L. C'était top pour les profs, c'était top pour les élèves. Alors évidemment, ça a un coût, mais c'était plutôt une réussite. On pouvait proposer des mathématiques à tout le monde, en fait, parce que les mathématiques, c'est pour tout le monde. C'est un des gros chantiers, je pense, qu'attend les maths ben, dans les prochaines années, les prochaines décennies. Il y a une vraie réconciliation à faire auprès du grand public. Les maths, c'est pour tout le monde. On peut en faire un outil de sélection, très bien, c'est pas tabou du tout, hein, mais c'est pas que ça, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là, énormément. Évidemment, sur le terrain, on a un rôle à jouer, mais ça dépasse largement ce cadre-là. Il faut qu'il y ait une vraie conscience derrière, hein. Oui, parce qu'en fait, bah, les mathématiques qu'on enseigne, on va dire, ils ont peut-être un peu évolué aussi, mais en vrai, on reste quand même plutôt, en tout cas, au lycée, sur des mathématiques, on va dire, plutôt fondamentales. Il y a quand même assez peu de mathématiques appliquées, mais alors qu'en fait, quand on avance un peu dans les études, on se rend compte qu'au contraire, les mathématiques, appliquées, ils sont elles sont très, très utilisées aujourd'hui et peut-être que ce serait peut-être intéressant, je sais pas, de proposer des cours de maths différents en fonction de ce qu'on voudrait faire parce que franchement, les maths, c'est quand même vraiment vaste. Il y a quand même vraiment beaucoup de domaines différents. Donc peut-être, un petit peu plus, rééquilibrer, je sais pas, faire, Ouais, il y a sûrement des choses à faire à ce niveau-là, mais les maths outils, en tout cas, c'est vraiment un pan des maths, fondamentales, mais avant de les maîtriser, il y a aussi une maîtrise des fondamentaux à enfin, on peut pas décemment imaginer entrer dans les maths juste par des maths outils, quoi, donc le côté fondamental de la technique ça, c'est nécessaire au collège, peut-être encore plus qu'actuellement, même si, je commence à avoir un regard un peu, obsolète sur le collège, vu que ça fait 10 années que je l'ai quitté. Mais, au lycée aussi, hein, les fondamentaux, ils sont vraiment essentiels. C'est essentiel de les travailler. Les maths outils, bien sûr, par contre, les présenter et commencer à en parler, c'est une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Mais pour ça, il faut une volonté derrière, une politique, forte, quoi. et est-ce que tu as remarqué une évolution, par exemple,
des programmes de maths ou de ce qu'on apprend en maths, comme ça fait un certain nombre d'années que tu es professeur? Bah, alors, ouais, une évolution naturelle, hein, vers des tendances, vers des choses qui sont essentielles aujourd'hui à la société, l'algorithmique, heu, un côté analytique aussi, les maths prennent vraiment un côté analytique. Je pense à la géométrie quoi, qui est très analytique, au lycée. Pourquoi? Bah, parce que, bah, derrière il y a tout le monde de l'informatique pour traiter les données. Donc ces évolutions-là, même si, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, mais, elles sont vraiment plus marquées aujourd'hui. Après, au niveau des programmes, non, il y a pas de choses choquantes, les programmes, il y a des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent. Ça, c'est un peu la ronde des notions. Après, je trouve que ce qui a toujours manqué, ce qui manque encore, c'est une cohérence entre les maths et puis, ses voisines, ses cousines, ses sœurs, quoi. Les sciences expérimentales. Là, il y a eu une réforme, de fait au lycée. Ça aurait été l'occasion peut-être de faire une table ronde, entre les différents acteurs en sciences, en maths pour, essayer de créer une cohérence entre les programmes et j'ai l'impression, c'est un euphémisme, hein, que ça a pas été fait, quoi. C'est dommage. Un rendez-vous manqué. Donc, les choses n'ont pas tant évolué que ça au niveau des programmes. Mais c'est vrai que, en fait, les mathématiques, ça sert aussi de base pour d'autres disciplines. Moi, je pense surtout, on va dire à la physique parce que, en fait, ma sœur, elle fait des études de médecine et par exemple, et bah, du coup, elle a dû choisir entre, de prendre soit maths physique, soit physique SVT en terminale, c'était pas forcément facile. Au final, elle a fait enfin, elle a fait un choix de prendre physique SVT. Parce que, par exemple, aujourd'hui en médecine, ils font quand même beaucoup de physique et ils ont pas forcément les notions mathématiques pour faire la physique et du coup, des fois, c'est compliqué et c'est pas forcément des notions très compliquées, mais comme ils les ont pas vues en maths et ben, en fait, ils ont des problèmes en physique à cause de leur manque de connaissances en maths. Ouais, bah, c'est ce que je disais, hein, enfin, il y a un manque de cohérence au niveau de ces apprentissages-là. C'est vrai qu'il y a des choix cornéliens, hein, parfois en terminale, là où avant on avait un trio de matières qui se combinaient bien. Et ben, aujourd'hui, il y a des choix à faire et qui sont parfois vraiment, préjudiciables pour les élèves, hein. Maths, physique, SVT, physique, ce genre de choses. C'est des questions que les élèves devraient pas avoir à se poser et il y a des filières qui en souffrent dans le supérieur, hein. Je pense, à BCPST en particulier, c'est les prépas bio qui amènent, en particulier, pas seulement, mais au métier de vétérinaire et compagnie, où là, ils sont vraiment embêtés par ces choix, quoi, parce que le niveau est relativement élevé dans les 3 matières, les 3 disciplines et rattraper une discipline, en autonomie, c'est très, très complexe. Et surtout qu'il y a pas forcément de bons choix parce que comme ils peuvent pas prendre les 3, il y a pas forcément de meilleur choix. Du coup, c'est compliqué et c'est dommage, que de pas pouvoir justement faire, un panel un peu plus varié, on va dire, de sciences qui se complétaient au final plutôt assez bien, je trouvais. Ouais, bien sûr, ah bah, ce qui la terminale S fonctionnait très bien en termes de répartition des sciences, même si après on peut toujours estimer qu'il faut plus d'heures de maths ou de SVT ou de physique. Par contre, le problème de cette filière après c'est, de cette filière qui n'existe plus, c'est que tous les élèves y allaient, quoi, avec des profils, pas forcément scientifiques et là, il y avait un problème en effet, puisque c'était a priori, la filière d'excellence et ça, c'était vraiment, extrêmement dommage pour les autres filières qui en ont pâti, hein. Mais pour le coup, par contre, ce choix d'avoir porté les 3 matières et d'en avoir fait, un trio, qui se complétait bien, c'était une excellente idée, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui ça manque cruellement, hein. Aujourd'hui, je pense que les élèves, ils ont plus de liberté sur ce qu'ils choisissent, mais c'est pas forcément plus simple pour eux de choisir parce que je pense que c'est quand même compliqué quand on a 16 ans de choisir parce que c'est pas simple du tout. De ça souvent, on sait pas trop ce qu'on veut faire après en plus, c'est quand même assez flou. J'en reviens à ce que je disais au début, moi je trouve ça assez terrifiant et anxiogène et d'ailleurs sur le terrain on le voit vraiment, de se dire qu'à 16 ans on doit avoir déjà une idée très précise, des choses qu'on peut aimer. Ça veut dire qu'en fait on doit avoir déjà, rencontré un maximum de gens, d'expériences, on doit s'être fait une idée sur beaucoup de choses pour, planifier un parcours à l'avance, quoi. Et le problème, c'est qu'en ne prenant pas certaines spécialités, parfois, c'est des portes qui se ferment. Donc en effet, ça me paraît un petit peu paradoxal par rapport
je sais pas, déjà une immaturité par rapport à l'avenir que les élèves ont à cet âge et qui est normal, hein. À 16 ans, on peut pas se projeter et d'ailleurs, ce serait un peu triste. On peut pas se projeter aussi loin. Donc ouais, en effet, c'est des portes qui se ferment et puis, ben, tu parlais de liberté. Je sais pas si c'est vraiment une liberté, en fait, hein, de pouvoir, picorer, des spécialités comme ça. Alors, en effet, sur le papier, c'est très vendeur. Moi, ça m'aurait beaucoup plu de pouvoir faire plein de choses. Mais il faut pas que derrière, en fait, il y a un coup près qui tombe et une sanction, comme quoi on n'a pas fait tel spé et du coup que telle porte est fermée. Il faudrait pousser le concept jusqu'au bout et laisser les élèves prendre ce qu'ils veulent et pourquoi pas, hein, eh bien, proposer un examen final qui clôturerait le lycée, qui validerait un niveau de compétence. Voilà. Et derrière, dans le supérieur, repartir à zéro. Si on veut vraiment pousser le concept de choix liés à des goûts, quoi. Parce que souvent, la liberté, elle est assez limitée, hein. On sait qu'on est intéressé par tel domaine. Bon, bah finalement, on n'a pas tant de latitude que ça, quoi. Oui et puis en vrai, maintenant au lycée, si on fait pas les bons choix, ça peut vraiment être pénalisant pour le supérieur. Donc au final, on fait pas forcément les choix, en fonction des goûts qu'on a. C'est aussi un peu c'est toujours un peu stratégique. Oui, c'est stratégique. C'est stratégique et pour autant, il faut essayer de faire des choses qui nous plaisent, bien sûr, mais il y a un côté stratégique qui est indiscutable. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai que tous mes invités, ils le disent bien, c'est qu'eux, ils avaient pas forcément d'idée, précise de ce qu'ils voulaient faire, à l'instant T. Je pense bien qu'au lycée, ils savaient pas trop. Ils ont dit qu'ils ont construit vraiment leur parcours, au fur et à mesure, en rencontrant des gens, le hasard aussi et c'est comme ça qu'ils ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient faire. Mais il y en a aucun qui m'a dit qu'ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire, à 16 ans, quoi. C'est impossible. Mais ça, c'est un truc que je dis souvent à mes élèves, mais questionnez les gens autour de vous et enfin, je sais pas, faites une petite enquête statistique et regardez combien de personnes savaient déjà ce qu'ils voulaient faire quand ils avaient votre âge, quoi. Ou en tout cas, quel métier ils allaient faire. Franchement, je pense que c'est relativement minime comme chiffre, hein. Et c'est une très bonne chose parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout est déjà écrit à l'avance, ça serait d'une tristesse. Non, heureusement, le supérieur, c'est l'occasion de faire plein de rencontres, d'avoir de nouvelles idées, d'essayer, d'expérimenter. Enfin, c'est un terrain d'expérimentation énorme, quoi. C'est dommage de s'en priver. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup d'élèves qui se mettent, je pense, une certaine pression, vis-à-vis de l'orientation et que je pense que ça stresse les élèves. Ça, c'est indéniable. Alors qu'au final, même après, même dans le supérieur, en soi, on peut toujours rechanger et même quand on a fini des études, on peut quand même, vraiment rechanger enfin, rien n'est figé, quoi. C'est pas parce qu'on fait des mauvais choix que c'est dramatique pour toute notre vie. En soi, on peut toujours, s'arranger pour, rechanger, quoi. Tout à fait. Et je pense qu'une des choses qu'on doit vraiment dire aux élèves, marteler, c'est que aucun choix n'est vraiment mauvais, hein. Enfin, même si y a une certaine pression qui s'installe par rapport à ce choix d'orientation, il n'y a pas de mauvais choix déjà. Et surtout, il y a quelque chose qui existe, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui et qui existait moins par le passé, c'est qu'il y a énormément de passerelles entre les différentes, formations qui permettent du coup de basculer d'une formation à une autre qui la complète par exemple ou qui est totalement différente mais qui apportera un vrai plus, une vraie plus-value sur un CV par exemple. Je sais que dans certaines entreprises, ils cherchent des gens à profil littéraire qui apportent un vrai plus à certaines équipes, enfin voilà donc il y a cette pression institutionnelle, c'est vrai, puis de la société par rapport à Parcoursup, par rapport à en particulier cette dernière année de lycée, l'orientation et tout. Mais pour autant, il faut relativiser tout ça et se dire qu'il y a pas mort d'homme si jamais on se trompe un petit peu d'orientation. Ça sera voilà, c'est un parcours de vie, c'est un parcours de formation aussi qui va forcément apporter des choses. Et on se souvient souvent d'ailleurs, avec le recul, ben, que de ces gamelles et puis des mauvais choix qu'on a fait parfois, mais qui nous construisent aussi. Donc, c'est dur à entendre, hein, évidemment, hein, quand on a 17 ans, mais c'est important quand même de le répéter. Oui, ben, moi, je dis souvent qu'il y a pas forcément, de mauvais choix et qu'il y a juste des choix parce que des fois, quand les gens ils viennent, me demander conseil, mais c'est difficile pour moi de répondre à leur place parce que en fait, je suis pas à leur place. Donc moi, on va dire, il y a le choix que moi je ferais, mais c'est par rapport à moi-même, à ce que moi j'ai envie de faire et ce que moi je pense. J'ai envie de le dire, le choix, je peux vous donner des pistes, en gros, les pour et les contre, mais au-delà de ça, je peux pas vous aider plus que ça parce que, bah, en fait, le choix, il y a que vous qui pouvez le faire parce qu'il y a pas de bon et de mauvais choix, en fait. Il y a juste des choix et ça dépend,
lequel à cet instant T est le plus proche de ce que vous voulez faire en fait. C'est très dur de conseiller les gens plus que ça, quoi. C'est juste leur donner des idées, mais c'est assez difficile parce que c'est vraiment des choix personnels et c'est en ça que c'est pas facile. Ah non, orienter les élèves, c'est très compliqué, hein. Nous, on a un rôle de conseil, mais après le prédictif n'existe pas, donc en fait, on n'a pas de boule de cristal et heureusement, ça se saurait, hein, d'ailleurs. Mais on peut juste conseiller les élèves. Après, il y a des choix personnels qui se font, mais il y a jamais rien à regretter. Enfin, c'est, oui, les conseils très bien, mais après, les choix sont toujours personnels, quoi. Oui, voilà, je pense qu'on peut aider un peu les gens en peut-être, leur montrant ce qui se fait, leur donner des idées, voilà, et pour, leur montrer, plein de choses. Mais après, au final, c'est à eux que revient le choix et personne ne peut décider à leur place. Après, un truc qui fonctionne très bien, c'est d'avoir des images inspirantes, devant soi, quoi. C'est-à-dire des témoignages, des gens qui racontent leur parcours, des gens souvent qui ressemblent aux élèves en plus, des jeunes qui sont, entrés dans la vie active. C'est important pour eux d'arriver à se projeter et avoir des figures qui leur ressemblent, c'est fondamental, c'est capital. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je pense que rencontrer des gens qui font, des métiers assez différents, c'est ce qui, est le plus facile pour voir et se projeter et se dire: «Est-ce que je me projette, dans ce métier?» Et c'est en ça que je trouve ça pas mal, on va dire, les forums où on peut rencontrer des personnes, qui font des métiers différents ou ce genre de choses. Parce que ça enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidée. C'est vrai que j'ai rencontré des gens, je me suis dit: «Ah mais en fait, ça me plairait vraiment» ou «Ça me plairait pas du tout, en fait», pour ça, je trouve ça vraiment très, très bien, ce genre de forum et tout, qu'on a l'occasion d'y aller, c'est vrai que ça aide pas mal, on va dire, pour l'orientation. Et il y a certains verrous qui sautent également, hein, des élèves qui se disent: «Tiens, mais en fait, oui, moi aussi, je peux faire ça. Je m'étais pas imaginé pouvoir faire ça, mais en fait, j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit qu'il avait mon profil, et puis qui a réussi quoi, qui a réussi à le faire, donc ah bah oui, finalement, moi aussi, je peux». Des fois, ça tient qu'à ça. Ça tient qu'à, «Ouais, toi aussi, je pense que tu peux faire ça». Mais encore une fois, nous, notre rôle, c'est d'orienter et puis d'essayer de proposer des idées, mais après, les élèves sont souvent en demande: «Oui, est-ce que vous croyez que je peux faire ça?» Ça, c'est une vaste question. Nous, on a un avis évidemment, mais après, évidemment, les clés sont entre leurs mains, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent, on va dire, leurs propres barrières ou qui se pensent pas forcément capables de faire ça, mais des fois, c'est difficile de prédire dans l'avenir parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont totalement se révéler après, ça dépend vraiment. Par exemple, ils vont être passionnés par quelque chose et bah, du coup, ils vont énormément progresser, et c'est vraiment pas facile. Je pense qu'il faut pas forcément se mettre de barrières. Ouais, oui, tout à fait. Puis en plus, l'école, le collège et le lycée arrivent à une période où les ados, ou les jeunes adultes se posent pas mal de questions. Alors, ça se tasse un petit peu évidemment au lycée, mais quand on a, moins d'énergie à dépenser sur ce genre de questionnement, qui fait partie de l'évolution normale, hein, et qu'on peut se concentrer sur les choses qui nous plaisent, évidemment, il y a des gens qui se révèlent, des gens qui ne soupçonnaient pas de pouvoir, être aussi performants dans certains domaines, alors que quelques années auparavant, c'était plus compliqué et ça, encore une fois, c'est très, très courant et c'est très bien comme ça et il faut en parler aux élèves. Mais des fois, on sait pas trop pourquoi, certaines personnes, elles se prennent de passion alors qu'avant, ça les passionnait pas plus que ça, je sais pas. Mais moi, je pense que vraiment faire ce qu'on aime, ça aide vraiment à être bon dans ce qu'on fait. Ah oui, ça c'est évident, hein. Quand on attache, de l'importance à ce qu'on propose et que ça a un sens pour nous, en tout cas que ça résonne en nous, forcément, la plus-value, elle est indiscutable et elle est, en plus, elle se partage, quoi. Elle se partage gratuitement. Alors du coup, quelles sont les qualités essentielles d'un bon professeur selon toi? Ah ça, enfin, c'est hyper personnel encore une fois, mais je pense que l'empathie, enfin, pour moi en tout cas, ça a été c'est fondamental. Arriver à se mettre un petit peu à la place des élèves, arriver à voir les choses à travers leurs yeux pour arriver à mieux transmettre quoi, à mieux faire passer les messages, à mieux faire passer les informations. La rigueur aussi, la rigueur, la façon de d'être organisé dans la face dans notre, façon de présenter les choses. Ça me paraît aussi important d'être carré, quoi. Dans les petites classes, on dit bien que ce qui est important, c'est de créer un cadre et puis des routines et je pense que c'est important aussi, même au lycée, hein. On a besoin de ce cadre et de ces routines, pour, ben, pouvoir s'en dégager par moment et puis, avoir un côté rassurant parce qu'on peut pas apprendre, quand, on se sent
pas bien ou en danger, quoi. Donc voilà, un cadre vraiment, vraiment rassurant, l'empathie et puis, ben, la qualité, c'est ouais, arriver à je sais pas comment dire ça, en fait, arriver à être connecté avec les élèves ou je sais pas comment le dire un petit peu mieux, arriver à trouver les bonnes voies pour faire passer les infos. Ça peut passer par enfin, ça peut passer par plein de choses, hein, mais des façons différentes de présenter, c'est lié aussi beaucoup à la personnalité et puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'expérience qui joue énormément. Mais ouais, il y a un côté théâtral, hein, pour faire passer, les infos. C'est nécessaire de faire vivre un cours, quoi. Donc arriver à sentir tout ça, mais c'est hyper empirique et on peut l'apprendre un petit peu en formation, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi sur le tas, hein. Donc pour moi, c'est ça les qualités essentielles. C'est vrai que ça doit pas être, si simple que ça d'arriver à bien transmettre, on va dire, à trouver, la bonne manière pour, que les élèves, ils comprennent, ce qu'on veut leur faire passer, je Je crois qu'elle existe pas la bonne manière, c'est-à-dire qu'il y en a plein de bonnes manières. Elle dépend des personnes, des enseignants, elle dépend des élèves, elle dépend des moments de la journée, ça dépend de tellement de choses donc c'est c'est un truc permanent et puis c'est jamais terminé mais enfin moi, c'est un des trucs qui me plaît énormément, c'est d'arriver à me renouveler en permanence pour essayer de trouver pas toujours, de manière, aussi efficace que je le voudrais, mais en tout cas d'arriver à trouver la bonne manière pour faire passer les infos, quoi. Ça, c'est un champ d'expérimentation pareil qui est immense et que moi j'adore, hein. oui, parce que je pense qu'on va dire, ça dépend aussi des personnes, en fait. Toutes les personnes vont pas être sensibles aux mêmes choses, donc faut arriver à s'adapter. C'est ça. Ah bah, l'adaptation, oui, ça c'est évident que c'est un boulot qui change tous les jours, qui change tout le temps et c'est un de ses points forts aussi. D'accord. Alors je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, sur le métier de professeur. Quel est le préjugé le plus courant sur ton métier et selon toi, pourquoi? Bon alors pourquoi? Je pense que tout le monde a un avis sur, l'école parce que tout le monde y est passé, donc c'est peut-être pour ça. Après, il y a des préjugés sur tous les métiers, donc pourquoi nous, on n'aurait pas droit aux nôtres? Je sais pas, en vrac, je pense à quoi? Aux vacances. Je pense aux 18 heures aussi, on travaille que 18 heures par semaine. Alors ça, c'est un grand classique, alors que c'est archi faux, hein. Il suffit de se documenter un peu ça traîne sur le net un peu partout, quoi. Un prof bosse pas moins, voire plus que certains, quoi. Les vacances, c'est on suit le rythme des enfants, donc la contrepartie aussi, c'est de se dire que, bah, nous, à 8 heures, on est devant, on est au boulot, quoi. C'est réglé comme du papier à musique, là où certaines personnes, peuvent, pointer plus tard, pourquoi pas. Donc bref, chaque métier a ses avantages, ses inconvénients, mais je crois que le truc qui m'embête le plus, c'est quand on croit que c'est un métier par défaut, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ça parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. C'est peut-être vrai, hein, pour certains, je sais pas. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que les gens qui se lancent dans ce travail en se disant qu'ils le font juste pour les vacances ou pour le peu d'heures à faire, ce qui est totalement faux, je le répète. On n'a jamais dit par exemple un acteur de théâtre qui bosse que 2 heures par jour, hein. Même si je sais pas si la comparaison est forcément bonne, mais voilà. En tout cas, ce qui me dérange le plus, c'est d'entendre que c'est un métier qu'on fait par défaut, ouais, juste pour les vacances. Parce que si on le fait que pour les vacances, on le fait vraiment pas longtemps, hein. Il y a des gens qui s'y sont essayés et qui traînent pas longtemps dans les couloirs des établissements quand ils font ça et qui a que ça en tout cas. Après, on peut le faire pour plein de raisons différentes, hein. Ce métier, on peut le faire parce qu'on a toujours voulu ou parce qu'on l'a découvert par hasard ou parce que finalement, ben voilà, c'est tombé comme ça et puis ben ça nous plaît bien. Mais enfin, il y a pas de bonne raison de le faire, mais en tout cas, il y en a des mauvaises et en général, ces gens-là ne le font pas longtemps ce métier. Oui, mais je pense que ce préjugé, c'est parce qu'on a tous eu des profs qui étaient, enfin, pas vraiment très motivés par ce qu'ils faisaient aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être, mais il y a la façon qu'on a de ressentir les choses. Moi aussi, hein, j'ai été élève, donc j'ai eu des profs qui m'ont plus ou moins plu, mais il y a des personnalités totalement différentes et c'est tant mieux. Après, c'est un métier où enfin, les élèves mettent toujours beaucoup d'affect, qu'ils le veuillent ou non, hein, dans la personne qui est en face d'eux et donc forcément, elle incarne une espèce de je sais pas, de quelqu'un qui devrait avoir des valeurs particulières ou après les profs, c'est comme les boulangers ou les avocats. Il y a il y a un panel énorme et c'est tant mieux, quoi. Donc cette histoire d'affect, je sais pas, elle supposerait que, les profs devraient tous ressembler au même modèle et puis tous, correspondre à l'image qu'on en a, à l'image fantasmée un peu.
Mais en fait, bah non, quoi. Et c'est compliqué hein, pour certains élèves, justement, de pas avoir d'affect particulier avec un prof, parce que souvent, leurs performances, elles sont directement liées à cet affect, quoi. Et quand je dis affect, je dis juste bah, quelqu'un qui nous paraît plutôt sympa ou qui nous fait passer des bonnes choses. Parfois, on n'en ressent pas des bonnes, mais pour de mauvaises raisons, hein. C'est pas toujours lié à l'enseignant. Je dis pas, encore une fois, je prends pas de défense ou je porte pas de jugement, mais ouais, c'est compliqué d'arriver à, je sais pas, ouais, imaginer qu'il y a un standard de prof, ce serait vraiment dommage, hein. Il y a plein de profs différents dans le paysage et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'aussi, je pense qu'on va dire, il y a des profs avec qui on accroche plus ou moins à la manière de travailler, mais c'est assez personnel parce que c'est rare que tout le monde ait le même avis sur un prof, mais c'est juste, je pense qu'on accroche plus ou moins, mais ça dépend, c'est très personnel, donc Oui, et puis c'est très bien en fait, parce que finalement, ça serait plutôt catastrophique d'avoir en face de soi des gens qui ressemblent parfaitement au canon du prof qu'on imagine, et puis de se retrouver un jour parachuté dans un environnement professionnel, pourquoi pas, où là, on a des gens qui sont à nos côtés, qui nous ressemblent pas du tout, et enfin voilà, c'est aussi l'école de la vie, hein. Rencontrer des gens qui nous plaisent, c'est top. Rencontrer des gens qui nous plaisent moins, ça fait partie du jeu, et je pense que sans tomber évidemment dans les excès, là aussi il y a une leçon à tirer, quoi. oui, voilà, faut faire avec les gens avec qui on est, quoi. C'est ça, même si après, évidemment, hein, c'est toujours plus simple d'avoir des gens qui nous ressemblent, mais je pense qu'on peut aussi dialoguer avec les enseignants et puis arriver à comprendre ce qu'ils attendent de nous. Ça, c'est un truc qui, voilà, ce côté un peu unilatéral, le prof il parle et puis les élèves ils écoutent, c'est un peu éculé comme modèle, ça marche plus trop, et les élèves ont aussi un petit peu leur mot à dire, enfin pas leur mot à dire, mais en tout cas ils ont aussi des questions. Et ils sont en droit de les poser pour arriver à ce que la communication, elle passe bien et puis qu'ils comprennent nos attentes et que nous, on comprenne aussi leurs questions, quoi. Alors c'est vrai qu'en fait, tu es professeur, mais tu as aussi, créé, un site web avec une chaîne YouTube et récemment un podcast. Pourquoi est-ce que tu les as créés à la base? Déjà, à la base, il y a un besoin personnel, hein, de créer des trucs, donc moi, j'aime beaucoup ça. J'avais tout ce qu'il fallait à l'époque, c'était en 2017, pour créer des vidéos, en tout cas pour m'y essayer. Et donc, voilà, palette graphique et compagnie. J'ai commencé à faire des vidéos pour voir ce que ça donnait, tout simplement. Bon, ça a pris de l'ampleur. Ça m'a plutôt plu, hein, ce côté créatif, en fait. C'était une vraie respiration par rapport à mon boulot plus classique. Donc, à la base, c'était pour ça. Après, évidemment, il y a eu le contexte en plus. Voilà, c'est plutôt l'informatique. Et puis, faire passer les choses de manière différente, c'était intéressant. Après, il y a eu le confinement, bien sûr. Je ne sais pas si ça a forcément conforté tout ça, mais en tout cas, moi, ça m'a bien aidé. En 2017, j'ai créé un site éponyme, Math en tête, qui fait écho à la chaîne YouTube et qui permet de structurer et de proposer tout mon contenu en fait, hein. Tout mon contenu est disponible, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, il est disponible sur le site, donc pour mes élèves, pour d'autres élèves, pour les enseignants, les curieux, bref, pour tout le monde. Moi, on m'a beaucoup donné en fait quand je suis arrivé dans ce boulot. On m'a toujours épaulé en me proposant des contenus et je trouve ça normal en fait de faire pareil, quoi. Rien n'appartient à personne. Les idées, elles sont partagées par tous et tout est réexploitable. Voilà, comme dit le proverbe, hein, c'est l'enseignement, enfin les choses qu'on peut donner, on les donne sans rien perdre et puis ben les autres ont y gagné aussi. Donc c'est gratuit et c'est parfait. Et puis et ben le podcast c'est venu dernièrement, ouais, en 2021. L'idée, voilà, c'était d'explorer l'univers qui était autour de mon métier, mais de manière un peu différente. Ça me paraît faire partie du même univers, mais ça me permet aussi de faire d'autres choses. Donc moi j'adore ça. D'accord, super. Et justement, quelle est la différence, par exemple, quand tu prépares un cours, on va dire pour des élèves en présentiel et un cours sur YouTube? Est-ce qu'il y a des différences, des choses auxquelles il faut faire attention? Pour moi, c'est pas du tout, c'est des choses qui n'ont, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais en fait, un qu'on soit bien d'accord, hein, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des podcasts, mais ça peut pas suffire, hein. Enfin, ça remplacera jamais un cours en présentiel. C'est un bonus, c'est un plus, c'est une entrée particulière qui peut plaire à, pourquoi pas aujourd'hui, qui a ses qualités, qui a aussi ses défauts, hein. Mais en rien, ça remplace un cours en présentiel. Donc moi, quand je prévois une capsule, vidéo, c'est vraiment pour compléter un cours, pour l'introduire, pour réviser, pour faire de l'aide aux devoirs,
mais en rien ça peut suffire, quoi. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, mais les connexions, la connexion humaine avec les élèves et puis entre les élèves et l'enseignant, c'est fondamental. Donc pour moi, c'est un plus. C'est un plus et ça peut être plein de choses, mais ça ne remplace pas du tout, quoi. Donc les différences, elles sont en termes de propositions, elles sont vraiment énormes. Par contre, en vidéo, je sais pas si je suis en vidéo comme je suis en cours, mais si probablement en fait, puisque parfois, il m'arrive enfin ouais, il m'arrive de me surprendre en réalisant que je dis les mêmes choses en live qu'en vidéo, alors que la vidéo, je l'ai tournée 2 ans à l'avance. Je sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais ça doit être une espèce de signature, je sais pas. Oui, c'est vrai que peut-être aussi pour YouTube, faut faire attention à peut-être, un peu plus détailler parce qu'on va dire, il y aura personne, les gens ne pourront pas poser des questions, donc il y aura pas cet aspect interactif. Donc faut vraiment, je pense, faire très attention à ce qui est vraiment ce soit très, très détaillé, je Ah oui, mais alors, je sais pas, encore une fois, ça c'est très personnel, mais quand je suis en cours, je détaille de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a pas le côté question, en effet, sur YouTube, même si, bah, j'ai pas mal de questions qui viennent, quand même, voilà, en commentaire et compagnie. Mais ce sens du détail et puis d'essayer d'expliquer toujours au maximum ça, ça doit être très personnel, mais en tout cas, moi, je fais la même chose en cours, hein. Vraiment, tout pareil, pas moins, quoi. Par contre, en effet, sur YouTube, on peut pas se permettre enfin, dans une vidéo, ça doit être le plus complet possible et le plus clair possible avec les contraintes de la vidéo. C'est-à-dire essayer d'être, synthétique, arriver à parler de manière très distincte et claire, ne pas faire des formats qui pourraient être, ben, laborieux à entendre, même si à entendre, à voir, même si c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'arriver à trouver le bon équilibre. Voilà, il y a des contraintes en plus, ça c'est sûr. C'est un condensé en fait de cours quoi, en quelque sorte. Mais du coup, je pense que votre expérience sur YouTube, ça a dû pas mal vous servir pendant le confinement parce que les cours à distance, c'est quand même très différent des cours en présentiel et le fait d'avoir déjà un petit peu fait à distance, ça a dû peut-être vous aider, je sais pas? Ah oui, oui, ça forcément ça m'a aidé. Ça m'a permis surtout d'avoir du contenu qui ressemblait à ce que je faisais en classe. Par contre, ça a clairement mis en évidence, ben, tout ce que je disais, c'est-à-dire que ça remplace pas un cours, c'est une rustine intéressante tant qu'elle est temporaire et puis qu'elle dure pas trop longtemps, mais puis ça demande aussi, c'est pas le tout d'avoir du contenu, hein, ça demande un vrai, une vraie formation, quoi et un gros niveau de maturité également, hein, parce que si je dis pas de bêtises, les cours inversés et puis, les vidéos, ça a été, à la base inventé, proposé, au Canada et c'était proposé à des étudiants donc des gens qui avaient un niveau de maturité, quand même un peu plus élevé que ce qu'on peut demander à un collégien ou à un lycéen. Ça demande d'être investi, ça demande d'avoir du matériel, ça demande d enfin, c'est assez énorme donc c'est pas sur le papier, c'est simple, hein, hop, on remplace le cours en présentiel par un cours en distanciel, on a des capsules vidéo, on a un site, c'est top, c'est super. Ouais, c'est un bon début mais si ça suffisait, ça se saurait, hein. Ça suffit pas du tout, quoi et puis surtout quand ça commence à durer, ça devient extrêmement compliqué. Oui, c'est sûr qu'on va dire c'est une solution bien pour être temporaire, mais pas vraiment pour durer. C'est un peu comme les MOOC, on va dire, c'est bien, mais c'est quand même destiné plutôt à des adultes ou des gens qui veulent apprendre certains petits domaines, mais en soi, c'est pas si simple que ça à faire, tout seul parce qu'en soi, il faut vraiment se motiver pour faire un MOOC. Ça demande d'être discipliné, ça demande énormément de choses qui s'improvisent pas forcément et par contre, voilà, après moi je leur explique aussi que c'est une manière de se former un petit peu au supérieur parce qu'il y a plus de formations en MOOC, comme tu le disais et donc ça permet d'avoir une petite expérience et puis de pas de partir à zéro, de travailler sur des vidéos aussi, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Mais en rien, ça remplace, le contact, les rapports, humains qui sont essentiels à l'apprentissage, alors surtout enfin encore plus peut-être pour les plus jeunes, même si on est tous pareils, hein, on préfère, même en tant qu'adulte, en tant que professionnel, avoir en face de nous, bah, des gens qui qui font passer les choses de manière, plutôt sympa quoi. Ça passe toujours mieux, hein. Et puis même, on va dire, si quand on fait des MOOC, il faut quand même être assez autonome, dans nos apprentissages et je pense que quand on est jeune, c'est quand même beaucoup plus difficile. On n'a pas forcément encore, cette autonomie donc en ça, je pense que c'est assez compliqué, quoi. Bien sûr et là aussi, il y a une énorme hétérogénéité par rapport à tout ça, hein. Ça creuse encore plus les inégalités, ce genre de contexte. Ah oui, c'est sûr. Donc maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de mathématiques et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée de ce qu'ils se font des mathématiques ou entre guillemets «peur», des mathématiques. Donc pour commencer, je vais te demander, est-ce qu'on peut progresser en mathématiques? Ah bah oui, on peut progresser en mathématiques, hein. Ça c'est plutôt, la réponse est plutôt évidente. Après, le pendant de la question, c'est comment on peut progresser en mathématiques
Et là, c'est plus compliqué parce qu'encore une fois, c'est très personnel. Mais je crois que cette question, elle est valable dans tous les domaines. Pourquoi on ne pourrait pas faire ces choses-là en mathématiques alors qu'on pourrait les faire en histoire, en français ou en EPS? En mathématiques, on peut progresser en prenant plaisir à ce qu'on fait. Déjà, je crois qu'on n'en parle pas assez, mais il faut vraiment, vraiment que on s'autorise à prendre plaisir à faire des mathématiques. Mais pas seulement parce que elles vont nous servir à faire quelque chose, parce que ça c'est pareil, hein. Ce côté utilitariste, il est très à la mode, mais parce que on aime bien faire des maths pour faire des maths. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est totalement possible et puis d'ailleurs qui est ressenti par certains élèves, hein, et qui ont du mal à mettre des mots là-dessus, mais oui, ça c'est possible déjà. Et ben, on peut progresser en maths aussi en insistant tout simplement, en s'efforçant de faire au mieux. Donc ça c'est vraiment des points qui sont très génériques. Après, on peut aussi progresser en maths en comprenant qu'il y a pas de fatalité. Bah, parce que ça, c'est aussi un lieu commun qui traîne, quoi. Il y a une espèce de génétique des mathématiques ou de transmission des mathématiques. Mais non, on peut être pas bon en maths à une période de sa vie et puis le devenir après. Ça arrive très souvent d'ailleurs aux adultes, hein, dans la vie active, de dire ah ben finalement quand j'étais à l'école, moi les maths ça me plaisait pas, puis je me rends compte aujourd'hui que j'arrive à comprendre des choses et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, que je propose, que je fais de la vulgarisation mathématique parce que ça me plaît de d'essayer de toucher un public plus large, quoi. Mais on peut progresser en maths en fait ouais, en se laissant le temps et puis en se disant qu'il y a rien de prédéfini, quoi. Les neurosciences, elles ont prouvé qu'on était performant dans une discipline, à un énorme pourcentage, je sais plus exactement combien, mais de l'image qu'on se faisait de nous-mêmes dans cette discipline. C'est-à-dire que si à partir du moment où on se dit qu'on n'est pas bon dans un domaine, et ben, on est moins performant que si on se disait qu'on avait toutes nos chances de s'en sortir. Et alors, se sentir pas bon dans un domaine, ça peut venir de quoi? Ben, de plein de choses, de barrières, peut-être de mots qu'on a entendus précédemment ou de choses qu'on nous a fait ressentir consciemment ou inconsciemment, hein, donc c'est très vague, mais de s'autoriser à se dire qu'on peut arriver à faire des choses, et ben déjà, ça fait sauter des verrous. Ça fait sauter des verrous et c'est comme ça qu'on peut progresser petit à petit. Après, il y a pas de mystère, hein. Comment devenir très bon dans une discipline? Bah, c'est la règle des 1000 heures, hein. Si on veut devenir très performant dans un domaine, il faut travailler. Il faut travailler, mais il faut pas le faire juste pour être performant, il faut le faire parce qu'on a envie. Il faut travailler intelligemment, je rajouterais aussi. Ouais, c'est sûr. Ah oui, alors après la méthodologie de l'apprentissage, ça c'est un autre domaine, hein. C'est encore compliqué. On est d'accord que c'est pas aussi simple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent, des barrières en maths, on va dire. Il y a des gens, par exemple, ils se qualifient comme nuls en maths et j'ai l'impression que ces personnes, bah, elles arriveront jamais à progresser parce qu'elles sont tellement dans la croyance qu'elles sont pas bonnes en maths et qu'elles peuvent pas y arriver, que d'un côté, ça les bloque complètement et que du coup, elles arrivent pas du tout à progresser, en fait. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai fait un podcast là-dessus justement, «Vous n'êtes pas nul en maths». Ça m'a ouais, qui a été inspiré par les mêmes idées que tu viens d'évoquer. Ouais, ouais, il y a voilà, je suis nul en maths. On dit jamais, «Ah je suis nul en français». Enfin, on le dit plus rarement en tout cas. Mais le «je suis nul en maths», il est complètement assumé en fait. Comme si on ça fait partie c'est normal. Et ça veut dire plein de choses, hein. Ça veut dire plein de choses, je pense. C'est qu'il y a une acceptation du fait que, les maths, c'est peut-être, c'est trop quelque chose. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire au niveau de l'image. Oui, alors ou alors aussi que les maths, c'est réservé à une certaine élite ou quelque chose comme ça. Alors on a peut-être creusé notre propre tombe, hein. Quand je dis «on», nous, je sais pas, c'est cette, communauté, mathématique. Après, il y a aussi toute une histoire, hein, avec l'école bourbakiste qui était très élitiste et voilà, qui a pris le parti de présenter les maths d'une certaine manière, qui a beaucoup plu à certains, mais qui a aussi dégoûté un certain nombre des mathématiques. Donc, on trimballe toute une histoire. Mais il y a des choses qui ont été faites depuis pour arriver à réconcilier. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, mais qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, hein. Il y a énormément de gens sur le terrain qui sont actifs, qui proposent des choses incroyables d'ingéniosité, mais c'est ces petites mains qu'on voit pas forcément, qui ont pas forcément de visibilité et pourtant elles sont bien là, hein. Il y a des vraies forces vives, qui sont pas forcément mises en avant, quoi. Et justement, pourquoi tu penses qu'il y a autant de personnes justement qui n'aiment pas les maths ou on va dire qui se pensent, nuls en maths? Ben, je sais pas, ça me questionne pas mal et ça nourrit ma façon, moi, de faire mon travail, en classe et puis aussi, aussi sur YouTube et en podcast, quoi. J'essaie justement modestement d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice pour essayer de contrecarrer tout ça. Mais pourquoi? Je sais pas.
Il y a une analogie claire entre les maths et un élitisme certain, ça c'est sûr. Une analogie qu'on fait pas, par exemple, quand on fait de l'histoire et qu'on met en parallèle quelqu'un qui aurait une thèse dans un domaine extrêmement pointu, de géopolitique. Ça, voilà, elle se fait pas là, le raccourci se fait pas et c'est très bien, mais pourquoi en maths il se fait? Je sais pas, il y a peut-être une mauvaise façon d'amener les choses qui ont là, ouais, il y a des choses à revoir, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui avancent, hein, encore une fois, mais il y a beaucoup de points à revoir. La copie, elle est à revoir de manière globale, hein, je pense. C'est vrai que les maths ont pas forcément toujours une bonne image, mais c'est pas très facile. Mais je pense qu'elles gagneraient à justement avoir une meilleure image, à être plus accessibles aux gens. Et je pense que peut-être en voyant, d'une autre manière, on va dire, les mathématiques, peut-être que les gens apprécieraient plus et peut-être verraient plus l'utilité parce que beaucoup de personnes ne voient pas trop à quoi servent les mathématiques. C'est quelque chose qui revient vraiment très souvent. Pour eux, ça sert pas à grand-chose, en fait, ce qu'ils ont appris en maths. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Alors, les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne font pas de maths dans leur vie quotidienne parce que ceux qui en font, disent tout le contraire. Mais, c'est là justement peut-être qu'en filigrane, on peut voir quelque chose. Il y a peut-être une formation en maths qui est pas adaptée pour les gens qui ne feront pas de maths à haut niveau plus tard. Ça, c'est clair, ouais. Ce serait peut-être plus intéressant de leur montrer peut-être plus une culture mathématique, on va dire. Oui, c'est ça, bah, ce qui se faisait globalement en TL, avant quoi. En terminale L, il y avait plein de choses qui étaient apportées à ce niveau-là et c'était un vrai plus pour les élèves, pour les profs aussi. C'était très agréable de faire des maths sans cette pression institutionnelle qui fait que ça doit être une matière qui permet de trier ou ce genre de choses. Oui, c'est vrai parce qu'en plus, même en soi, les mathématiques aujourd'hui, elles interviennent beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, même si on les utilise pas. En soi, on a tous des ordinateurs et tous, des mathématiques assez compliquées derrière et on en a pas tout le monde n'en a pas forcément conscience, en fait. Non, c'est sûr. Après, c'est pas grave, hein, de pas on peut très bien être un très bon conducteur sans savoir comment marche un moteur V6, je pense. Mais, donc c'est pas g enfin, avoir conscience que c'est autour de nous, très bien, mais, ouais, il y a différents types de mathématiques, hein. Je pense que c'est vraiment un truc à comprendre et il y en a pas, certaines qui sont plus honteuses que d'autres. On peut faire des mathématiques pour plein de choses, on en fait tout le temps. Mais, il y a un vrai tabou derrière ce mot-là, comme si oui, il était chargé de trop de choses. Une idée serait peut-être de changer de nom, je sais pas. Faire, non, mais pourquoi pas faire, un cours d'algèbre, un cours de géométrie, un cours de mathématiques appliquées, à l'environnement, un cours de Ouais, je sais pas, mais je pense pas que le mot géométrie aiderait vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la géométrie. c'est une proposition sur le vif, hein, j'avoue que voilà. J'ai l'impression que même le mot mathématique, des fois, ça fait peur aux gens. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens, ça leur fait peur. Mais peut-être ils ont des mauvais souvenirs en mathématiques ou je sais pas. Peut-être quelque chose comme ça aussi. Ah, c'est sûr qu'il y a des parents qui, reviennent, dans les établissements pour, les réunions, parents-profs, concernant leur enfant qui viennent probablement à reculons parce que un parcours, à l'école et puis en maths en particulier qui a été compliqué, quoi. Et donc, ça c'est indéniable. Parfois des parents qui se surprennent à finalement, se rendre compte que, ben voilà, qui se réconcilient aussi un peu avec les maths, avec l'école, en faisant cette démarche-là, puis en se rendant compte que, bah oui, il y a pas de génétique. Il y a pas de génétique de la réussite ou de la performance en maths. Ouais, c'est sûr, la compréhension des mathématiques, c'est pas du tout génétique, hein, ça c'est sûr. Et maintenant je vais te demander, bah, du coup, tu nous as dit qu'il y avait des personnes qui t'avaient marqué pendant ton parcours. Est-ce que tu peux me donner plus de détails ou? C'est des enseignants, hein, tout simplement, hein, des enseignants, ça commence tôt. En sixième, j'ai eu des figures qui me reviennent, mais c'est pas forcément des alors oui, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment inspiré, quoi. Des profs en termes, en prépa, même des profs de CAPES qui étaient d'une pédagogie juste incroyable. J'ai peut-être eu de la chance, ouais. J'ai rencontré pas mal de gens, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait me penser à un moment donné: «J'aimerais bien réussir à faire à peu près aussi bien, quoi». Et puis d'autres qui m'ont moins plu, mais encore une fois qui m'ont inspiré en me disant: «Ah, si un jour je fais ça, ça c'est peut-être pas le truc à faire, quoi». Alors je me suis pas dit forcément sur le moment, mais maintenant quand j'y repense. Mais après, j'ai pas de figure, particulière qui m'ont, c'est plutôt un tout, c'est plutôt mon parcours, ouais. Est-ce que tu as un conseil, on va dire plus particulier que tu voudrais donner à des élèves, par exemple?
Ouais, ben, je l'ai déjà dit, mais essayer de prendre plaisir à ce qu'on fait, en fait. Essayer, juste essayer parfois, juste ouvrir un tout petit peu la porte et s'autoriser à prendre plaisir et puis à comprendre des choses. Ouais, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, quoi. Arriver à faire en sorte qu'on soit bien en classe, c'est-à-dire content d'être là, quoi. Content d'être là et puis, ben, si on peut glaner des choses et puis prendre plaisir à comprendre des concepts sans se demander forcément à quoi ça peut servir. Parce qu'évidemment, on peut trouver du sens à tout ou à rien. C'est Tout est question de point de vue. Même si je minimise pas le fait d'essayer de donner du sens à ce qu'on fait, hein, c'est important de le faire aussi. Mais c'est aussi important de s'autoriser à se dire, je le fais juste parce que c'est cool. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis assez, malgré le contexte, je suis assez fier de faire partie de cette communauté d'enseignants au sens large, hein. Je parle pas que des maths, mais au sens large, parce que sur le terrain, il y a énormément de gens qui font des trucs incroyables pour les élèves. Et le mythe de l'enseignant qui fait pas grand-chose, enfin, encore une fois, je peux comprendre qu'à certains moments de sa vie, on soit un peu dépassé par les événements professionnellement et tout, mais je crois que c'est un mythe plus qu'autre chose parce qu'on le ferait pas longtemps, ça. Il y a avant tout des gens qui sont hyper contents de faire ce travail. C'est un métier de passion, hein, qu'on le veuille ou non, même s'il y a certains jours où c'est plus difficile parce que on n'a pas que ça dans notre vie. Mais ouais, je suis hyper content de faire partie de tout ça et de voir que sur les réseaux, il y a énormément de gens qui font des choses et c'est que le haut de l'iceberg. C'est que les gens qui ont un tout petit peu de visibilité sur le terrain, derrière, ouais, devant les tableaux plutôt et devant les élèves également. Il y a toute une communauté de gens qui veulent le meilleur pour les enfants puis qui sont un peu démunis parfois parce que bah, c'est pas un boulot toujours très facile, quoi. Et pour finir, je vais te poser la question du podcast. Quel est ton premier souvenir mathématique? Ah, je sais pas, peut-être mes tables de multiplication en CE1, mes premières tables. J'ai pas de souvenir très précis d'un moment mathématique qui m'a qui m'a marqué, mais peut-être mes tables, l'apprentissage de mes tables plutôt, qui s'est bien passé, hein. Globalement, je j'ai pas de souvenir traumatisant de ça, mais ouais, c'est peut-être ça. À l'école primaire, ça doit être ça. Mes tables, hyper classiques. Eh ben, merci beaucoup Alexandre pour cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Alexandre vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques.